Alors, bonjour à tous. Il est 13h30. Nous allons donc débuter notre webinaire d'aujourd'hui. D'abord, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour ce webinaire avec Amélie Lafrance-Cook qui porte sur l'utilisation des données de l'enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises. Donc, l'utilisation de cette enquête pour les fins de recherche dans le cadre d'un projet pilote qui est en cours présentement. D'ailleurs, l'appel de proposition, on va en entendre parler aujourd'hui, prend fin le 31 octobre prochain pour éventuellement, on l'espère bientôt, que ces données seront disponibles dans tous les CDR, donc tous les centres de données de recherche à travers le pays. Mon nom est Sarah Fortin, je suis coordonnatrice pour le transfert des connaissances pour le Réseau canadien des centres de données de recherche, le RCCDR. Comme vous le savez sans doute, le réseau est une infrastructure de recherche pan-canadienne qui compte 30 installations à travers le pays, dont les installations du CIQSS ici même au Québec, qui comprend lui-même 5 laboratoires situés à l'Université de Montréal, à l'Université McGill, à l'Université de Sherbrooke, à l'UQAM et à l'Université Laval. D'ailleurs, le webinaire d'aujourd'hui est organisé en collaboration avec le CIX, de sorte que nous avons des participants en ligne, mais également avec nous ici en personne au CIQSS à Montréal. Avant de présenter notre conférencière, j'aimerais signaler que le CIX organise ce jeudi et vendredi sa conférence internationale biannuelle qui porte cette année sur les questions migratoires, alors que le réseau, lui, tient sa conférence annuelle à Hamilton les 18 et 19 octobre prochains. Si jamais vous pouvez vous joindre à nous, je vous invite à vous rendre sur nos sites web respectifs pour en savoir plus sur les activités, donc sur les conférences, et pour vous inscrire. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre conférencière d'aujourd'hui. Amélie est analyste économique au Centre canadien d'élaboration de données et de recherche économique, qui fait partie de la division de l'analyse économique à Statistique Canada. Elle a une maîtrise en économie, oui, de l'Université Queen's. Elle travaille dans la fonction publique canadienne depuis plus de 10 ans. Avant de se joindre à Statistique Canada, elle travaillait au ministère des Finances. Elle s'intéresse particulièrement dans ses recherches à la question de la productivité et de la dynamique des entreprises, au logement, la sécurité du revenu et l'accumulation de la richesse. Sa présentation durera une trentaine de minutes, après quoi nous prendrons vos questions. Notez que vos micros seront automatiquement fermés pendant sa présentation, de sorte que nous vous invitons à poser vos questions par écrit au cours de la présentation ou vers la fin. Pour ce faire, vous devez ouvrir le panneau de contrôle que vous voyez à votre écran de la plateforme GoToWebinar. Donc, pour ce faire, vous devez cliquer sur la flèche blanche qui est dans un petit carré orange. À ce moment-là, vous allez voir l'onglet « Questions » apparaître. Et donc, vous avez tout simplement écrit vos questions dans cet onglet et je les lirai pour vous, donc après la présentation d'Amélie. En terminant, j'aimerais remercier nos principaux partenaires, soit les universités hôtes d'un centre à travers le pays, Statistique Canada, ainsi que le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, la Fondation canadienne pour l'innovation et les instituts de recherche en santé du Canada, et ainsi que les fonds de recherche du Québec dans le cas du CIQSS. Alors, sans plus tarder, merci beaucoup Amélie d'avoir accepté d'animer ce webinaire et je vous cède maintenant la parole. Okay. Merci Sarah. Donc, bienvenue au webinaire au sujet de l'utilisation des données de l'enquête sur le financement et la croissance des entreprises, des petites et moyennes entreprises aux fins de recherche économique dans les centres de données de recherche. Donc, mon nom est Amélie Lafrance-Cook. Je travaille dans la division de l'analyse économique à Statistique Canada, qui est aussi où est situé le Centre d'élaboration de données et de recherche économique, qu'on appelle aussi le CEDR, en anglais CEDR. Donc, pendant sa présentation cet après-midi, je vais discuter un peu de l'endroit où je travaille, du CEDR, et ce en quoi c'est un peu différent des centres de données de recherche. Je vais discuter un peu de l'enquête, des variables qui sont incluses et de l'accès qui sera disponible dans les centres de données de recherche. Et finalement, j'introduirai le projet pilote, ainsi que vous donnerez des détails concernant l'éligibilité et les détails concernant votre proposition de recherche. Donc, comme vous le savez probablement, Statistique Canada a pour mandat de produire des statistiques qui permettent aux Canadiens de mieux comprendre leur pays.
Donc, dans le domaine des données sociales, que vous connaissez probablement très bien, Statistique Canada a aidé à mettre sur pied des centres de données de recherche. Donc, ceux-ci sont présents dans 29 universités et de plus, il y en a aussi un présent dans le Bureau central de Statistique Canada. Et les centres de données de recherche fournissent le soutien professionnel requis pour l'exécution de travaux en conformité avec la loi sur la statistique. Donc, de la même façon, le CEDRE a été créé pour permettre à Statistique Canada de mieux utiliser ses fonds de données sur les entreprises sans compromettre la sécurité. Donc, c'est vraiment le seul endroit où il est possible d'avoir accès à des microdonnées d'entreprise. Donc, le CEDRE a été établi en 2011 au Bureau central de Statistique Canada afin d'offrir un accès sécurisé aux microdonnées d'entreprise pour des projets de recherche analytique approuvés. Donc, encore une fois, c'est le seul endroit où il est possible d'avoir accès aux données, mais c'est vraiment seulement aussi au bureau central qu'il est possible d'avoir accès à ces données. Donc, au CEDRE, on a plusieurs clients qui couvrent environ 30 institutions académiques canadiennes et étrangères et 16 agences et ministères fédéraux, gouvernements provinciaux et organismes sans but lucratif. Donc, en 2011, lorsque le CEDRE a été établi, on avait environ une trentaine de projets et de chercheurs. Aujourd'hui, nous sommes rendus à presque une centaine de projets et de chercheurs. Donc, il y a eu une grande augmentation de projets et de chercheurs qui ont eu accès aux microdonnées au CEDRE. Et ça aussi, il y a aussi une grande demande d'utiliser des données, des microdonnées d'entreprise. Donc, je vais retourner. Donc, comme j'ai dit, c'est vraiment seulement au CEDRE qu'il est possible d'avoir accès aux microdonnées d'entreprise. Et par contre, maintenant, avec les projets pilotes que nous introduisons, il sera possible d'avoir accès à des microdonnées d'entreprise dans les centres de données de recherche. Donc, on essaie vraiment de rendre accessible aux microdonnées d'entreprise dans plusieurs endroits au Canada, donc pas juste dans le bureau central. Donc, en termes des activités du CEDRE, donc on a plusieurs responsabilités. La première, c'est de fournir aux analystes approuvés un accès sécurisé à des microdonnées sur les entreprises pour des projets de recherche qui s'inscrivent dans le mandat de Statistique Canada. Donc ici, je vais vraiment mettre l'emphase sur ces projets de recherche. Donc, c'est très rare qu'on va accepter une proposition de recherche qui veut simplement produire des tabulations agrégées. Donc, on se concentre vraiment sur les projets de recherche, les projets analytiques qui utilisent des modèles multivariés. Le CEDRE sert aussi de dépôt pour les microdonnées confidentielles ayant trait aux entreprises et dirige l'élaboration de nouvelles microdonnées d'entreprise. Donc, on a beaucoup de fichiers qui comprennent des données de microdonnées confidentielles sur les entreprises. Certaines sont des données administratives, donc on en reçoit de l'Agence du revenu du Canada, par exemple. Donc, on a beaucoup de données fiscales. Et on a aussi des données qui sont basées sur des enquêtes. Donc, celles-ci, on les reçoit de d'autres divisions de Statistique Canada, des divisions de sujets matières. Et en termes de l'élaboration de nouvelles microdonnées, donc ici, on a augmenté en augmentant le nombre de données qui sont accessibles au CEDRE. On a aussi eu une grande augmentation de demande à apparier des données. Donc, par exemple, on a apparié des données fiscales avec des données de plusieurs enquêtes. Donc, on a fait beaucoup de travail de ce côté-là, du développement de données. Le CEDRE offre aussi des services de conseil en matière d'analyse. Donc, ici, par exemple, on va produire des tableaux ou des tabulations personnalisées lorsqu'il y a une demande. Donc, si un ministère veut qu'on produise des tableaux, on va le faire. On a des analystes qui vont le faire pour eux. Et on offre aussi des services de soutien aux utilisateurs de microdonnées sur les entreprises. Donc, pour tout chercheur qui veut accéder les données au CEDRE, on offre un soutien continu en termes de leur accès, en termes de les programmes
qu'ils produisent, qu'ils veulent utiliser, etc. Donc, il est important d'avoir un accès sécuritaire aux microdonnées d'entreprise au CED. Donc, c'est ici que les microdonnées d'entreprise ont un niveau complexe, qui est un peu plus complexe que les données sociales. Donc, pourquoi c'est le cas? Donc, contrairement aux données sociales, les unités dans les microdonnées d'entreprise sont facilement identifiables, même sans identifiant dans le fichier, par exemple. Même si on enlève le nom de l'entreprise ou l'adresse de l'entreprise, il peut être quand même facile d'identifier une entreprise. Et ça, la raison pour laquelle c'est le cas, c'est parce que la distribution des données d'entreprise est souvent asymétrique. Donc, il est difficile de protéger l'identité des grandes entreprises, spécialement lorsqu'on commence à regarder dans un niveau détaillé de géographie et d'industrie. Il peut être très facile d'identifier une entreprise. Donc, si je vous donne l'exemple d'une entreprise au Québec qui est dans l'industrie de la fabrication des produits aérospatiaux, vous avez pas mal une bonne idée de l'entreprise à laquelle je fais référence. Donc, ça peut arriver dans plusieurs domaines. Donc, ça prend un autre niveau. Il faut assurer d'autres mesures pour assurer la confidentialité de ces entreprises. Il y a aussi des incitatifs financiers plus grands pour identifier les renseignements d'entreprises et de leurs compétiteurs. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, on a beaucoup de fichiers qui proviennent de l'Agence de revenus du Canada. Beaucoup de ces fichiers ont des données financières. Donc, encore une fois, il pourrait être très facile d'identifier une entreprise en utilisant ces données-là. Donc, pour ces raisons et pour préserver la confiance des répondants, des mesures additionnelles à celles présentes dans les centres de données de recherche ont été adoptées au CEDR. Donc, quel type de mesures est-ce qu'on a en place pour mitiger les risques au CEDR? Donc, comme j'ai mentionné tantôt, les projets de recherche qui sont approuvés sont strictement des projets analytiques. Donc, on limite le nombre de tabulations qui sont produites par les chercheurs. Donc, les tabulations qu'on va évaluer sont souvent des statistiques descriptives qui sont faites pour soutenir la recherche analytique. On a aussi une vérification centralisée. Donc ici, c'est semblable au centre de données de recherche. On a un ou une analyste qui vont évaluer les tableaux des chercheurs pour assurer la confidentialité. Et ici, souvent, on a des données qui proviennent de d'autres divisions, comme des enquêtes sur les entreprises. Donc, dans ces cas-ci, on va souvent collaborer avec ces divisions sujet-matière pour qu'ils puissent aussi vérifier les tableaux qui sont produits par les chercheurs. Il y a aussi un contrôle et une surveillance des logs de programme. Donc ici, c'est un peu pour assurer qu'il n'y a pas un chercheur qui essaie continuellement d'identifier une entreprise. Donc, parfois, on peut voir qu'ils essaient de voir s'il y a une industrie détaillée ou une géographie détaillée, comme j'ai mentionné tantôt. Donc, on essaie de vérifier leur log dans ces cas-ci pour assurer la confidentialité. Et finalement, et ici, c'est où c'est pas mal différent des centres de données de recherche, l'accès aux données est à travers une interface de Statistique Canada. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que les observations réelles ne peuvent pas être visualisées par les chercheurs. La raison pour laquelle c'est le cas, donc les chercheurs ont accès à un fichier de données synthétique. Donc, ce fichier est fourni aux chercheurs pour qu'ils puissent regarder les données et avoir une idée de à quoi ressemblent les données. Et ça peut aussi les aider à préparer leur programme. Lorsqu'ils veulent avoir des tableaux qui utiliseraient les vraies données, ils vont soumettre leur programme à l'interface et ensuite ils vont recevoir des résultats, des tableaux qui utilisent les vraies données. Donc ça aussi, je vais en parler un peu tantôt de comment ça fonctionne.
Donc, on essaie toujours d'améliorer l'accès aux microdonnées d'entreprise. Donc, c'est un travail vraiment continu au CED pour améliorer l'accès. Donc, par exemple, on essaie de manière continue de toujours produire la documentation de données. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, on a de plus en plus de fichiers de microdonnées qui sont appariés et il est important de produire de la documentation pour ces données, pour aider les chercheurs à utiliser les données et aussi à soumettre ou à préparer leurs propositions de recherche. Aussi, le plus possible, on essaie d'implémenter des actions suite aux commentaires des utilisateurs. Donc, tout au long du projet, donc, on consulte souvent avec les chercheurs pour voir comment procède leur projet et aussi comment ils trouvent l'interface, leurs commentaires sur la vérification aussi. Donc, ça aussi, c'est une chose qu'on essaie de faire le plus possible. Un des commentaires qu'on entend, ou celui qu'on entend le plus souvent, c'est que le coût de venir à Ottawa, c'est un important obstacle pour tous les chercheurs. Donc, si on prend par exemple un analyste qui habite en Colombie-Britannique puis qui doit se déplacer pour aller à Ottawa pour utiliser les microdonnées d'entreprise, donc ça peut coûter cher et ça prend du temps aussi à trouver un logement pour une semaine ou plus. Donc, ça, c'est une des raisons pour laquelle on introduit ces projets pilotes. Donc, c'est vraiment pour rendre l'accès aux microdonnées d'entreprise disponible dans plus qu'un endroit au Canada. Donc, le projet pilote que je vais introduire aujourd'hui, c'est vraiment le deuxième projet pilote qui va être introduit dans les centres de données de recherche. Le premier était la base de données synthétique d'entreprise T2PAL. Donc, c'est les données fiscales du T2 qui ont été appariées au programme de l'analyse longitudinale de l'emploi. Donc, ça, c'était le premier projet pilote qui a été implémenté dans les CED. Donc, il est vraiment en cours. Les propositions de recherche ont été acceptées jusqu'à la fin avril 2018. On a évalué les propositions et présentement, on prépare les données et on prépare aussi l'accès pour les chercheurs dans les centres de données de recherche. Donc, dans les dernières semaines, Statistique Canada a annoncé un appel à propositions pour l'utilisation de l'EFC-PME dans les centres de données de recherche. Donc, ce fichier, c'est un fichier à usage scientifique. Donc, ça, je vais en parler un peu tantôt. Puis, ce fichier a été apparié aux données administratives de l'Agence du revenu du Canada. Donc, les données de l'enquête, ce sont les données de 2014. Et c'est une enquête qui recueille des renseignements sur les tentatives d'obtenir du financement des petites et moyennes entreprises. Donc, le fichier contient l'information sur les dettes, les prêts, le type de financement, la méthode ou les moyens d'obtenir le financement, les caractéristiques du propriétaire, etc. Et puisque c'est un fichier où l'enquête se fait seulement auprès des petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises sont exclues. Donc, ceci diminue le risque de réidentification d'entreprises que j'ai discuté tantôt. Donc, les données sont apparues aux données administratives de l'Agence du revenu du Canada. Pardon. Donc, c'est vraiment certaines, ou je vais dire 17 variables qui proviennent de l'Index général des renseignements financiers. Donc, ce sont des variables que les chercheurs ont tendance à utiliser, comme les actifs, les passifs, les revenus dépenses, les revenus dépenses nettes. Et ces variables sont disponibles de 2010 à 2014. OK. Donc, j'ai mentionné que le fichier, c'est un fichier à usage scientifique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce qu'on a essayé d'établir, c'est on a essayé de produire un fichier qui n'était pas tout à fait synthétique comme le T2PAL. On voulait produire un fichier qui avait vraiment un bon côté analytique, disons, ou une validité analytique qui était très similaire aux données réelles. Donc, on a employé une combinaison de méthodes provenant de la documentation sur le contrôle de la divulgation.
Donc, parce que c'est quand même des données côté entreprise, il fallait quand même assurer qu'on protège la confidentialité des entreprises. Donc, on a employé 3 méthodes. La première, c'est la suppression. Donc, ici, on a supprimé les identifiants directs, tels que le nom et l'adresse de l'entreprise. Et on a supprimé les identifiants indirects, tels qu'un niveau de géographie inférieur à la province. Donc, seulement la province est disponible sur le fichier. Et l'industrie qui est disponible sur le fichier, c'est le code SIAN de 2 chiffres. Donc, on n'a pas d'industrie à code SIAN de plus de 2 chiffres. On a aussi utilisé l'agrégation, donc des variables qui pouvaient facilement être agrégées en groupe. On a agrégé en plus petits groupes. Donc, si vous pensez, par exemple, au nombre d'employés rémunérés, dans l'enquête, il y a beaucoup plus de catégories que celles que vous voyez ici. Donc, ici, il y en a seulement 4, mais dans l'enquête, il y en a plusieurs. Donc, on a utilisé des catégories plus petites. Et finalement, on a aussi employé la perturbation. Donc, ici, on a ajouté du bruit aléatoire aux variables qui ne pouvaient pas être facilement regroupées. Donc, par exemple, le taux d'intérêt pour un crédit à terme. Et le bruit ajouté, c'est basé sur une distribution triangulaire divisée avec un intervalle de 5 à 10 % de la valeur d'origine. Donc, on a ajouté en bref une perturbation ou un bruit de 5 à 10 % à une observation. Donc, en termes de données fiscales ou des variables fiscales, les données fiscales sont de nature extrêmement délicate et exigent des mesures supplémentaires afin d'en protéger la confidentialité. Donc, ici, on a aussi employé la perturbation. Donc, on a ajouté du bruit basé sur une distribution triangulaire divisée. Donc, pour les observations nécessitant une protection plus importante, donc pour les observations qui étaient pas mal larges, on a ajouté entre 10 et 20 % de bruit. Et pour les autres observations, on a ajouté entre 5 et 10 % de bruit. Donc, après avoir employé ces méthodes, on voulait vraiment tester la validité analytique des données à usage scientifique pour voir vraiment comment elles se comparent aux fichiers réels. Donc, ici, on a regardé quelques différents aspects. Donc, pour commencer, si on compare les données agrégées, donc ici, on compare les actifs annuels moyens en utilisant les données réelles et les données à usage scientifique entre 2010 et 2014. Et ici, vous pouvez voir que les données agrégées se comparent assez bien au fil du temps. Donc, il y a très peu de différence entre les deux fichiers. On a aussi examiné des corrélations. Donc, ici, j'ai 2 exemples pour vous. Donc, la première, on voulait examiner si la relation entre les variables est préservée avec le fichier à usage scientifique. Donc, dans l'exemple ici, on a examiné les corrélations entre les actifs de 2010 et les revenus, les dépenses et les revenus per net dans les 2 fichiers. Donc, en utilisant les données réelles de l'EFC-PME, par exemple, le niveau de corrélation est de 0,307 pour les revenus. Et dans les données à usage scientifique, on obtient 0,29. Donc, c'est quand même assez semblable. La différence est un peu plus d'1 point de pourcentage. On a aussi examiné les corrélations entre les données réelles et les données à usage scientifique avec les mêmes variables. Donc, pour vous donner un exemple, pour les actifs, on obtient un niveau de corrélation de 0,99876. Donc, c'est très élevé. Ce n'est pas tout à fait 1, mais on ne s'attendrait pas à une corrélation parfaite parce que les données sont différentes. Mais c'est quand même un niveau de corrélation pas mal élevé. Et finalement, on a aussi examiné les coefficients de régression. Donc, on a comparé les coefficients de régression parmi les 2 fichiers. Donc, dans cet exemple, on examine la probabilité d'obtenir du financement basé sur des caractéristiques de l'entreprise et des propriétaires. Donc, c'est une régression
logistique multinomial où il est possible, il y a 3 différentes valeurs. Donc, la base, où il est égal à 0, c'est où l'entreprise ne peut pas obtenir de financement. Égal à 1 si le financement est non requis et égal à 2 si le financement a été obtenu. Donc, ici, on voulait comparer les coefficients provenant de la même régression dans les 2 fichiers. Et ce qu'on peut observer, c'est que les résultats obtenus des données à usage scientifique sont très semblables à ceux des données réelles. Donc, par exemple, si on prend le coefficient de l'âge du propriétaire, donc lorsque le financement est non requis, donc lorsque la variable dépendante est égale à 1, le coefficient est égal à 0,185 dans le fichier réel et à 0,184 dans le fichier à usage scientifique. Donc, les coefficients sont très semblables. Et dans le cas où le financement a été obtenu, le coefficient de l'âge propriétaire dans le fichier réel est égal à moins 0,205 et il est également égal à la même valeur dans le fichier à usage scientifique. Donc, il y a peu de différence entre les coefficients en utilisant les 2 fichiers. Donc, j'espère que ceci vous rassure que le fichier à usage scientifique est pas mal semblable au fichier réel, spécialement du point de vue analytique. Donc, je vais procéder donc à une discussion du projet pilote. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, il y a quelques semaines, Statistique Canada a mis en place un appel de proposition concernant la recherche économique utilisant les données de l'enquête sur le financement et la croissance des petites et moyennes entreprises dans les centres de données de recherche. Donc ici, très semblable au CEDR, les projets doivent se concentrer sur l'analyse multivariée. Et les projets seront menés dans les centres de données de recherche en 2018 et 2019. Donc, pour être admissible, le chercheur principal doit être un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada. Et pour devenir un employé réputé de Statistique Canada pour la durée de projet, et ceci s'applique à tous les chercheurs, le chercheur ou les chercheurs devront procéder à une enquête de sécurité. Donc ici, encore une fois, c'est très semblable à ce qui est employé dans le centre de données de recherche. On demande aussi une lettre de reconnaissance de l'employeur ou de l'établissement scolaire. Donc ici, c'est une lettre de l'employeur ou l'établissement scolaire attestant qu'ils approuvent le projet. Et on doit signer le serment de confidentialité et de secret de l'article 6, section 1 de la loi sur la statistique. Donc, ce serment est signé, si vous voulez, par tous les employés de Statistique Canada, incluant les employés réputés. Et c'est vraiment une des choses majeures qui est mentionnée dans ce serment, c'est que toute information confidentielle qui pourrait être utilisée pour identifier un individu ou une entreprise ne peut jamais être divulguée. Donc, quelles sont les exigences de la proposition? Donc, la première, c'est une justification de la recherche. Donc, quel est le contexte de la recherche? Quelles sont les questions que vous voulez examiner? Et comment votre projet de recherche peut contribuer à la littérature? Quel est le cadre analytique et la méthodologie que vous proposez? Il est important d'inclure une justification de l'utilisation des microdonnées. Ici, c'est souvent juste de spécifier qu'il n'est pas possible le mot que je pense. Il n'est pas possible d'établir le projet de recherche dans aucun autre endroit que le centre de données de recherche. Il est important de spécifier le besoin de données détaillées, donc le plus possible avoir une liste de variables que vous voulez utiliser dans votre projet. Ça, c'est très utile. Spécifier le centre de données de recherche dans lequel vous accéderez aux données. Et finalement, quel est le produit prévu? Donc, une bonne description détaillée des totalisations, des tableaux et des modèles de régression. Donc, avoir ou ajouter le plus de détails possible dans votre proposition va vraiment aider les évaluateurs à évaluer votre proposition. Donc, ceci se fait par 2 pairs du milieu universitaire et par Statistique Canada.
Donc, les deux pairs du milieu universitaire, ils vont évaluer le mérite scientifique et la viabilité de la recherche proposée. Ils vont également évaluer la pertinence des méthodes à appliquer et l'expertise des chercheurs et leur capacité d'effectuer la recherche. Donc ici, ça se fait souvent en examinant le CV des chercheurs. Et Statistique Canada va évaluer si le besoin est fondé, s'il y a un besoin fondé d'accéder aux microdonnées de l'enquête. Et les propositions seront acceptées et évaluées en continu jusqu'au 4 novembre de cette année. Donc, pour ce projet pilote, comme j'ai mentionné tantôt, l'accès sera un peu semblable au type d'accès qu'on emploie dans les CEDRE ou dans le CEDRE. Donc, les chercheurs vont vraiment avoir accès aux fichiers à usage scientifique. Donc, ils vont développer leur modèle en SAS ou Stata en utilisant ces données dans les centres de données de recherche. Et aucun résultat du fichier à usage scientifique ne pourra être publié. Donc, la façon que les données seront publiées, c'est que les programmes, sans erreur, seront envoyés au CEDRE par les analystes des centres de données de recherche pour être roulés sur les données réelles. Donc, les analystes dans le CEDRE vont utiliser la base de données réelle et ils vont rouler les programmes des chercheurs et produire vos résultats. Et les résultats finaux seront vérifiés et publiés par courriel par un ou une analyste du CEDRE. Donc, ce qu'on attend des chercheurs, c'est une ébauche d'articles de recherche. Et ici, je m'excuse, ça devrait être le 31 octobre 2019, donc ça vous donne pas mal plus de temps. Donc, on attend une ébauche d'articles. Et puisque c'est un projet pilote, le plus possible, on aimerait avoir des commentaires par écrit sur la base de données à usage scientifique. Donc, quelle est votre impression de la validité de votre usage de la base de données de l'enquête? Est-ce que vous avez trouvé que la documentation fournie a été assez? Et l'environnement de travail. Donc, comment avez-vous trouvé votre expérience en travaillant dans le centre de données de recherche et avoir accès aux microdonnées d'entreprise? Donc, tous ces commentaires vont nous aider à préparer nos prochains projets pilotes que je vous invite à consulter une fois qu'ils seront divulgués. Donc, je vous remercie et je vous invite à me poser des questions. Je suis là. Merci beaucoup. Merci à toi, Amélie. Donc, nous avons beaucoup de temps pour la période de questions. Je regarde en ligne. Est-ce que quelqu'un a soumis déjà une question? Je ne pense pas. Alors, peut-être qu'on peut commencer ici dans la salle. Je vous invite, si vous avez des questions, à poser vos questions dans le micro pour que les gens en ligne vous entendent. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation très intéressante. Si j'ai bien compris, au CEDRE, vous créez des fichiers synthétiques pour tous les ensembles de données. Oui, de microdonnées d'entreprise, oui, c'est ça. De données d'entreprise. Est-ce que c'est un travail très lourd, très exigeant? Ça dépend de la base de données. Quand c'est une base de données plus large, ça peut prendre du temps, juste en termes de mémoire pour les ordinateurs. Mais on a présentement on fait ça en trois différentes mesures, dépendamment du fichier. Je m'excuse, je ne connais pas trop les noms en français, mais en anglais, on dit des fois ça va être shuffled ou on va simplement comme mélanger, si vous voulez, les observations. Donc, ça, c'est un exemple. Donc, dans ce cas-là, on a des programmes qu'on a préparés pour faire ça pour chaque fichier. Est-ce que l'utilisation de ces fichiers-là pose quand même des risques de divulgation? C'est-à-dire, est-ce que ces fichiers-là pourraient être accessibles à l'extérieur du CEDRE? Non. Non, donc tout est vraiment accessible dans le centre. Les chercheurs qui viennent, mais c'est semblable au centre de données de recherche, donc ils n'ont pas accès à leur courriel. Donc tout est vraiment, s'ils
s'ils veulent publier des données ou des tableaux, ils doivent les envoyer à leur, ou pas leur envoyer, les analystes du CED vont vérifier leurs tableaux et leur envoyer des tableaux qui ont été vérifiés pour la confidentialité. Ouais. OK. Donc, c'est pas mal sécuritaire. Oui. Merci. De rien. Bonjour, merci pour la présentation. Donc, Marc-Antoine Côté-Marcel, l'Institut statistique du Québec. J'avais quelques questions. Pour les fichiers, les personnes qui travaillent au CER, c'est-tu les fichiers réels ou c'est aussi des fichiers synthétiques qu'ils ont accès? Les chercheurs? Les chercheurs, quand ils viennent travailler c'est toujours des CED, fichiers synthétiques. Toujours des fichiers synthétiques. OK, donc ce n'est pas les fichiers réels en tant que tels. Oui, tout à fait. Pour la proposition que les projets pilotes que vous attendiez, c'était donc juste vraiment pour les chercheurs au niveau universitaire ou collégial. Ce n'est pas des chercheurs gouvernementaux ou ça ne dérange pas? N'importe Ça peut être qui, gouvernementaux vraiment. aussi. Ouais. OK. Tantôt, vous parliez pour le bruit qui était rajouté à certaines variables, donc une qui était un peu plus sensible, vous rajoutez 10 ou 20 de bruit autour. Donc, toutes ces variables où est-ce que des bruits sont rajoutés sont annotées dans la documentation pour est-ce que vous avertissez que cette variable-là a eu un ajout de bruit? Oui, donc on a la documentation là-dessus. Ça n'a pas été ajouté sur le site du CRC, pardon, j'ai oublié l'acronyme, mais oui, en CCDR, ça n'a pas été ajouté là, mais on a une liste de variables qui ont été perturbées, qui ont été agrégées et qui ont été éliminées. Donc, le dictionnaire de données va juste comprendre toutes les variables qui sont incluses, mais ça ne mentionne pas si les variables ont été perturbées. Parfait. Merci. De rien. Bonjour, mon nom c'est Valérie Congoté, je suis analyste ici au centre de l'Université de Montréal. En fait, j'ai eu partiellement la réponse à ma question par l'intervention de Marc-Antoine, mais je pourrais ajouter, je ne sais pas si vous avez des exemples de moments où, parce que si j'ai bien compris, pour les chercheurs, la procédure, en fait, ce qu'ils doivent en fait faire, c'est de soumettre un fichier de syntaxe ou de code, puis c'est l'analyste du CEDR qui le fait rouler. Puis s'il y a des problématiques qui surviennent avec dans le fond, le fichier de syntaxe, j'imagine que ça fait simplement allonger le processus pour les chercheurs. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on offre le fichier synthétique pour que les chercheurs puissent vraiment tester leur programme, s'assurer que tout le roule bien. Parce que de notre côté, il va falloir si on trouve des erreurs, il va falloir qu'on contacte les chercheurs pour qu'ils fassent des modifications. Donc, c'est possible, mais ça peut prendre plus de temps, spécialement si le chercheur n'est pas là présentement ou n'est pas dans le centre pour pouvoir améliorer leur programme. OK. Merci beaucoup. De rien. Dans le cadre de votre appel à proposition, est-ce que vous visez un certain nombre de projets, un maximum de projets, ou vous accueillerez toutes les... Non, pas ce que je sache, il n'y a pas de limite jusqu'à date. Okay. Merci. Ouais. J'ai une question pour si jamais, lors de la recherche, on trouve qu'il y a d'autres variables qu'on aurait dû demander pour, comme on trouve quelque chose d'intéressant, on veut dire qu'on a oublié, on a demandé pour 10 des 17 variables, mais il y en a 2 autres qui seraient intéressantes à ajouter au projet. Est-ce que c'est possible, après que la demande est faite, d'ajouter des variables supplémentaires? Oui, c'est possible. Ça peut peut-être prendre plus de temps parce que là, il va falloir... Non, ça serait sur le même contrat, mais c'est juste du côté comme développement de données, il faudrait juste ajouter les variables puis les renvoyer le fichier au centre de données de recherche. Donc, ça peut peut-être prendre quelques jours de plus. OK. Ouais. Mais c'est faisable. C'est faisable, okay. Oui. Merci. Autre question. J'entendais parce que c'est juste certaines variables, donc comparativement à une enquête où est-ce que les chercheurs ont accès à toutes les variables, là c'est vraiment des variables spécifiques qui sont demandées pour le projet de recherche. Est-ce que les
les fichiers sont, disons, je demande une variable pour un projet, est-ce qu'après ça, je vais retrouver cette même variable-là pour un autre projet, ou est-ce que les fichiers sont faits spécifiquement pour chaque projet de recherche? Donc, Je pense qu'ils sont faits pour chaque projet de recherche. OK. Puis spécialement, c'est parce que c'est aussi pour limiter que ça prenne du temps à rouler les programmes. Donc, on essaie de garder les fichiers le plus petit possible dans ces cas-ci, spécialement lorsqu'on ajoute des variables fiscales. Donc, il y a plusieurs entreprises, donc ça peut... ça élargit le memory qu'on dit qui est utilisé. Donc, c'est pour ça qu'on demande de vraiment se restricter aux variables qui vous intéressent. OK. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est plus quand vous créez un fichier synthétique, est-ce que c'est le même fichier synthétique qui est utilisé pour tous les projets de recherche, même si ce n'est pas toutes les variables? Ou est-ce que c'est vous prenez la base réelle puis vous créez un fichier synthétique pour chaque projet de recherche? Dans le cadre du projet pilote, ça va être le même fichier parce que c'est... Indépendamment des variables, ça va être les oui, parce que tout a déjà été fait, comme la perturbation, l'agrégation. Mais dans le cas où on est des projets dans le CED, là, ça peut être quand c'est des différentes données, là, ça peut être un différent... on va toujours refaire le processus de données synthétiques pour chaque projet, même si c'est la même base de données. Très bon. Merci. Est-ce qu'il y a à Statistique Canada même, par les analyses du CED, est-ce qu'il y a déjà plusieurs projets de recherche qui ont été réalisés à partir de cette enquête? Celle-ci en particulier? Oui, il y en a plusieurs qu'on a eu. Est-ce que vous pouvez un peu nous faire un survol des résultats ou des résultats les plus intéressants ou pour un peu illustrer le potentiel ou le type de questions? C'est une bonne question. Je ne pourrais pas vous le dire tout de suite. Si vous voulez, je peux faire une recherche de ce qu'on a fait ou des projets qu'on a eus dans le CED. Je vais vous envoyer ceux qui ont été publiés. À ma connaissance, je sais que, pas Statistique Canada, mais le ministère ICED, comme Innovation, Sciences et Développement économique, eux, ils ont utilisé cette base de données pas mal souvent. Je ne suis pas certaine si leur recherche est disponible en ligne, mais je vais vérifier. Merci. Alors, je pense que je n'ai toujours pas de questions des participants en ligne, mais ce que je vais faire, si vous avez un micro, je vais les ouvrir dès maintenant. Sachez qu'on vous entendra si vous parlez. Je vais vous laisser quelques instants. Si vous voulez poser une question, je vous laisserai la parole après. Je voulais, moi, poser la question par rapport au projet pilote présentement. Donc, l'appel est en cours jusqu'au 31 octobre. C'est le 4 novembre, en fait. 4 novembre, c'est 4 novembre. Ensuite, donc, il va y avoir l'étape de la recherche. À quel moment, je ne me souviens pas si vous l'avez mentionné, mais que potentiellement, ce sera effectivement disponible dans les centres de données de recherche? On vise pour cette année, mais ça va dépendre de combien de propositions qu'on reçoit. Cette année 2018, j'imagine que c'est plutôt 2019. Ça va probablement être 2019. Parce que des fois, ça peut prendre du temps pour la sécurité, puis le tout, là, établir les contrats, mais... C'est excellent. Parce que j'allais poser la question suivante, mais peut-être qu'elle est moins pertinente maintenant que vous dites que ça sera dans les centres de données de recherche éventuellement dès 2019. Mais pour un chercheur qui voudrait entreprendre quelque chose dès maintenant, c'est quoi la procédure? Ils écrivent au CED, avec un projet de recherche, un peu la même manière que pour les centres de données de recherche, mais directement à vous, c'est ça. Avec le même procédé. Oui, donc le même. J'ai mis le courriel. Le courriel est là ici, à l'écran, excellent. Moi, je reçois tous les courriels. Donc. OK, parfait. Puis je voulais aussi mentionner à tout le monde ici, puis à ceux qui nous écoutent, que vous avez mentionné que c'était le deuxième projet pilote. En fait, on a aussi tenu un webinaire concernant le premier projet pilote avec Lydia Couture, qui est disponible sur YouTube si jamais quelqu'un s'intéresse au T2PAL. Donc, c'est les données... c'est les données fiscales de T2 appariées au programme analytique. Donc, programme analytique longitudinal de l'emploi. Alors, si jamais ça vous intéresse, c'est disponible sur YouTube. Donc, est-ce que j'ai d'autres questions en ligne? Je vous laisse un instant, allez-y. Je pense que ça est ici dans la salle, une dernière question. Excellent. Alors, écoutez, donc on va vous remercier d'avoir pris le temps de venir présenter
l'enquête et le projet. On vous souhaite beaucoup de succès dans l'appel de proposition, j'en suis convaincue. Et on a hâte de les avoir dans les centres de données de recherche. Merci Alors voilà,